Du coup, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier techno autour de la donnée et de l'intelligence. Donc, je suis Ludivine Bigot, responsable de projet innovation au sein du pôle TES. Et donc, c'est le second atelier qu'on organise dans ce format. Le premier ayant été sur la sécurité. Je vais laisser la parole à Maude, le temps que tout le monde arrive tranquillement, pour nous présenter le Data Lab Normandie et ses actions. Merci Ludivine. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous présenter le Data Lab. Ludivine, on peut passer sur la slide suivante. Donc, le Data Lab, c'est vraiment un outil qu'on a voulu construire comme étant un outil partenarial et dont l'objectif, c'est vraiment de donner du sens à la donnée, de valoriser tout le potentiel de la donnée, de construire un écosystème autour des projets d'intelligence artificielle et de sciences de la donnée. Donc, on s'est donné 3 objectifs. Nos 3 objectifs, c'est déjà de découvrir, de comprendre, d'agir sur la donnée par sa valorisation par le biais de l'intelligence artificielle. C'est aussi de faire émerger des projets, évidemment, d'accompagner et d'expérimenter. Et c'est d'être accompagné par un réseau d'experts. Certains d'entre vous, d'ailleurs, font partie de ce réseau d'experts. Tu peux passer à la suivante, je te remercie. C'est bon? Moi, je vois la suivante là. Ah, Moi aussi. bah, c'est parfait, merci. Donc, comme je le disais, c'est un outil qui est partenarial, qui est impulsé par la région, afin de construire un écosystème favorable à la transformation numérique de la Normandie par la donnée. Le collectif public-privé, donc, est né en 2019 et actuellement, on est dans ce qu'on appelle une version préfigurative. On est encore en construction. On cherche à stabiliser notre structure, notre modèle, sous un format agile. Et donc l'accord de consortium prendra fin en mai 2023. Donc d'ici là, on continue toujours de co-construire et d'élaborer. Donc comme on peut le voir, il y a 3 collèges. Donc on a le collège entreprise, le collège collectivité territoriale et le collège plutôt académique. Si vous voyez la suivante. On voit donc, d'ailleurs, dans le collège entreprise, on est vraiment en partenariat avec le pôle TES. Les projets sont co-accompagnés. Le pôle TES est un membre vraiment actif du Data Lab Normandie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des structures très variées dans le collège entreprise. On a à la fois des experts de la data et de l'IA, comme par exemple Devolis, Momentex, Agi, Oreca. On a aussi des donneurs d'ordre, des utilisateurs. Il y a une vraie richesse dans les entreprises qui composent ce collège, dans les structures qui composent ce collège. On a bien sûr un collège collectivité, avec des collectivités qui parfois même participent en tant que porteurs de projets au Data Lab. Et enfin, on a un collège académique qui nous permet de bénéficier à la fois de l'expertise des chercheurs, mais aussi des labos associés. Donc, on voit qu'on a tout type de structure, par exemple, dans le collège académique, puisqu'on a à la fois des écoles d'ingénieurs, des universités, mais aussi l'école de management de Normandie, par exemple, ce qui permet d'avoir vraiment une vision globale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ça soit d'un point de vue très technique au point de vue plus éthique. On peut dire qu'on a 2 échelles d'offres, on peut le définir comme ça. On en a une très large qui vise à valoriser les compétences du territoire, à attirer des talents, à culturer, sensibiliser. Je vais vous citer par exemple le salon Big Data. L'année dernière, le consortium a participé au salon Big Data IA à Paris. Ça a vraiment permis de donner une visibilité aux expertises normandes dans les domaines des sciences de la donnée et de l'intelligence artificielle, et de aussi pouvoir apporter des nouveaux projets.
Mais on a aussi d'autres événements à destination plutôt des jeunes, comme par exemple le Salon des métiers. La semaine prochaine, les membres du consortium participent au Salon des métiers afin de valoriser leur expérience et aussi d'attirer des jeunes dans ces métiers-là. On sait très bien qu'il est important vraiment de sensibiliser dès maintenant les jeunes aux métiers plutôt techno, numériques et de les faire prendre les maths au lycée. Il y a d'autres belles actions comme des accueils de lycéens, comme des conférences qui sont organisées prochainement sur des thématiques variées qui vont être parfois pour un public très entreprise, d'autres fois pour un public très collectivité. On essaye d'avoir vraiment une action qui soit le plus large possible pour tous les usagers. Et on a un second niveau d'offre, là, qui va être une offre à niveau plutôt des porteurs de projets. Donc, moi, je ne vois pas la slide, mais je pense que vous allez bientôt la voir. Donc, merci Ludivine. C'est cette offre qui est vraiment pour les porteurs de projets. Nous, c'est ce qu'on appelle le cœur expert. Le cœur expert, c'est vraiment le centre de notre offre de service. Donc, ce cœur expert va permettre aux porteurs de projets d'accéder aux plateformes technologiques du Data Lab, à l'orchestrateur de technologie, aux infrastructures de traitement de la donnée. Mais ça va être aussi parfois juste des identifications de lieux pilotes, ce qui est déjà important pour le porteur. On va permettre au porteur de projet de pouvoir mettre en place son POC dans le lieu qui correspond le mieux à son projet. On va aussi accompagner le porteur dans la constitution d'équipe projet. On va l'aider à identifier les experts ou lui apporter tout simplement un éclairage technologique. Donc, on a vraiment deux niveaux d'offres et des fois, le porteur de projet nous permet ensuite de devenir un porteur de voix du Data Lab et donc de participer aux actions d'acculturation. On a accompagné différents types de projets, que ça soit dans le domaine de la santé avec des jumeaux numériques, dans le domaine du tourisme, où la captation de données permet aussi de prédire les fréquentations touristiques. Dans le domaine de la culture, donc il n'y a pas de limite justement à ce qu'on peut apporter, à ce qu'on peut accompagner dans les projets. Et je vais vous donner quelques perspectives pour 2022. C'est bon. Donc déjà, en ce moment, on travaille énormément sur l'éthique. Je sais que c'est assez tendance quelque part. Il y a énormément de structures qui travaillent sur ce volet-là. C'est vraiment très important dans le numérique. Donc, on a un comité d'éthique qui travaille actuellement non seulement à une charte, mais aussi à la feuille de route et savoir comment accompagner les projets. On continue d'étoffer notre offre de services. Donc là, on travaille sur le catalogage des données. On a aussi des exercices de prise en main de technologie IA. Et on réfléchit à de nouvelles offres de services que le Data Lab pourrait apporter à ses membres et aux porteurs de projets. On continue bien sûr à travailler sur la sensibilisation. C'est vraiment un axe très important. Puis pour le coup, c'est mon axe. Alors, je ne peux que dire qu'il est important, où on travaille vraiment à valoriser l'action normande, mais aussi à toujours attirer et des talents et des futurs talents avec les jeunes. Merci. N'hésitez pas à nous solliciter, à revenir vers nous. On est 3 au sein de l'équipe opérationnelle qui coordonnons toute l'activité de la trentaine de membres qui est mobilisée au quotidien sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via ce mail, via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Je sais que certains le font aussi. Et puis, on peut peut-être se laisser 1 ou 2 minutes si par hasard il y a des questions. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est l'occasion de poser vos questions au Data Lab. S'il n'y en a pas tout de suite, vous les gardez pour la fin de la présentation. Je ne vois pas si quelqu'un a levé la main. On a une question. Ah, eh bien, vas-y, François, je pense que c'est toi. Alors, bonjour à tous, merci pour la présentation. Euh, Juste pour dire que donc moi c'est François Loos, président de Norme 3D. Donc on est une entreprise sur le travail pour proposer des solutions de traitement de données 3D pour les entreprises. Et je voulais dire que on a bénéficié donc de l'offre de Soria qui est en lien avec le Data Lab et ça nous a permis d'avancer donc sur nos traitements
avec une expérimentation sur l'IA. Et donc, j'aurai l'occasion de présenter un peu plus les Dans différents champs quelques d'application. minutes. Voilà. Donc, merci Merci. beaucoup pour cette présentation. Merci. Il me semble que la semaine prochaine, vous participez au Salon des métiers. Monsieur El-Mouattaz m'a donné le nom de votre structure pour venir sur le stand. Effectivement, ce sera l'occasion aussi de présenter davantage donc l'entreprise, mais aussi d'être en contact avec des profils, des gens intéressés. On est ravis de vous accueillir. Super. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre et je vais laisser la parole à Christophe Rosenberger. Si tu veux lancer la presse, je te laisse la main. Ah, non, c'est bon. Super, ça arrive. C'est parfait. Je te laisse la parole. Par contre, tu n'as pas ton micro. Alors attendez, ok. Donc je ne sais pas si vous voyez bien Si, c'est parfait. mes transparents. Donc bonjour à tous, hein, je m'appelle Christophe Rosenberger, hein, je suis professeur en informatique à l'ENSICAN et je suis aussi le directeur du laboratoire GREC, qui est un des laboratoires de recherche en sciences numériques de Normandie. On m'a demandé de faire une présentation, j'ai toujours mes 30 minutes, c'est bon? Oui, vas-y, Ok. vas-y. Je vais essayer de surveiller le temps parce que quand un ancien chercheur vous Non, dit qu'il va respecter le temps, c'est pas je toujours te le ferai cas. des signes, t'inquiète pas. OK. Vas-y. Donc, on m'a demandé de vous faire une petite présentation sur les enjeux et un petit peu sur le savoir-faire du grec, sur les enjeux, de l'analyse de données et de l'IA. Donc, en fait, je vous propose, ce plan, hein, assez rapide. Donc, alors j'ai pas la prétention, en quelques minutes de présenter tous les enjeux de la fouille de données et de l'IA, mais en tout cas, d'essayer de vous présenter, ceux qui me semblent, importants. Je vous ferai une petite présentation du grec, hein, vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Ensuite, je vous donnerai quelques illustrations, des travaux du grec, sur le sujet. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif encore, hein, parce que je pense que si je devais, valoriser tous les travaux du grec, il me faudrait quelques heures. Et puis, ensuite, j'ai rajouté juste un slide, parce que c'est souvent des questions que posent les industriels ou même les startups. C'est, comment on peut collaborer avec un laboratoire de recherche et donc là, je vais vous donner quelques pistes concrètes, sur le sujet. Alors, je vais commencer par, la partie enjeu, sur, l'analyse de données et commencer tout de suite par, poser, entre guillemets, «le problème», hein. C'est que, on est dans un monde où il y a une quantité de données disponibles ou générées qui est absolument importante, hein, trop importante pour qu'un être humain soit capable, sans aide d'algorithmes informatiques, de pouvoir les traiter. Et je donne ce chiffre-là, hein, qui est de 2,5 trillions d'octets de données qui sont créées par jour, hein, et essentiellement d'ailleurs par des interactions des humains avec Internet, mais il y a aussi tout un ensemble de données qui sont créées, qui correspondent à des créations normales comme, je sais pas, des données de météo, ce genre de choses. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu trois enjeux majeurs que je vois personnellement. Donc, le premier, c'est évidemment un enjeu d'analyse. Il y a évidemment l'objectif de toutes ces techniques, c'est d'essayer d'extraire de la connaissance à partir de ces données. Et surtout, cette connaissance, elle va se matérialiser par une aide à la décision, hein, sur une action humaine. Et donc, évidemment, hein, ce qu'on entend par cette extraction de connaissances, on veut avoir quelque chose qui soit performant. Évidemment, imaginer qu'on sera à 100% de reconnaissance sur quelque chose est totalement illusoire dans la vraie vie. Donc, ça veut dire qu'on sera pas infaillible. Et puis évidemment, il y a quelque chose qui est important et compte tenu de la quantité de données qu'on a à traiter, on doit avoir un temps de traitement qui est en adéquation avec l'application. Évidemment, il y a des applications qui vont permettre de traiter les données pendant
un large espace de temps, et d'autres, il faudra prendre une décision en moins d'une seconde. Donc évidemment, les algorithmes qui seront associés ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, dans cette veine-là, hein, je vous donne 3 exemples. Alors, je ne sais pas si c'est des exemples classiques, mais en tout cas des exemples qui sont tout à fait véridiques. Par exemple, il y a un domaine en ce moment, on va dire essentiellement à l'université, mais je pense que ça va pouvoir se faire aussi au lycée et au collège. C'est le domaine de ce qu'on appelle le learning analytics en anglais, hein. C'est l'analyse de toutes les interactions d'un étudiant ou d'un apprenant avec des plateformes pédagogiques, hein. Beaucoup d'établissements universitaires, tous les établissements normands utilisent Moodle, hein, qui est une plateforme open source qui permet de gérer des espaces numériques pour les enseignements, pour lequel on va pouvoir collecter un certain nombre d'informations sur la personne, hein, que ce soit les connexions, que ce soit les récupérations de fichiers de cours, que ce soit les soumissions de comptes rendus et compagnie. Et un des domaines de learning analytics, c'est d'utiliser ces données-là pour essayer non pas de tracer, fliquer les gens, hein, mais plutôt d'identifier des personnes qui potentiellement seraient en difficulté afin de pouvoir les cibler et donc de pouvoir avoir une action vraiment sur ces personnes. Je sais que pour avoir pas mal de collègues qui travaillent pour un opérateur téléphonique, je sais que, par exemple, ils ont des algorithmes, hein, qui vont analyser toutes les informations qu'ils peuvent collecter sur un client, et ce nombre d'informations est assez conséquent, hein, on est en plusieurs de milliers, hein, d'informations, et avec ce genre de données, on peut, par exemple, définir des algorithmes qui vont permettre d'identifier un client qui a l'intention de changer d'opérateur. Et donc, une fois qu'ils ont identifié ces personnes, eh bien, les services marketing rentrent en jeu et vous offrent des SMS illimités pendant un certain temps, etc., histoire de vous garder au sein de l'opérateur. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein, ça fait très longtemps que c'est en place, hein. Un autre aspect, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous faites un paiement, hein, que ce soit un retrait à un distributeur ou un paiement dans un restaurant, eh bien, toutes les banques françaises, hein, font une analyse du comportement de votre paiement et en temps réel, hein. Donc, quand on parle de paiement, on parle d'une action qui doit être moins de 6 secondes, hein. Donc, on doit décider si ce comportement il est normal ou il est anormal. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été à l'étranger et qui tout d'un coup va faire un retrait en Inde pour 1 000 €, eh bien, il est possible que même si vous avez mis le bon code PIN, même si vous avez la carte, eh bien, que le distributeur n'accepte pas ce retrait et avale la carte, ce qui peut d'ailleurs occasionner quelques inconvénients. Voilà, ça, c'est quelques exemples où on va analyser le comportement, alors là, en l'occurrence, de personnes, hein, mais ça pourrait être le comportement d'un flux routier ou autre, afin de prendre une décision. Alors, cette décision, elle est, je vous ai dit, elle n'est pas infaillible, évidemment. Donc ça, ce sont des exemples qui sont actuellement utilisés, hein. Et puis évidemment, dans le domaine de la recherche, on travaille sur des choses qui sont un petit peu en avance de phase sur ce qu'on pourrait utiliser. Alors, en fait, quand on parle aussi de données intelligence, il y a quand même, alors souvent on parle de 3V ou 4V. Alors moi, je suis sur la solution 4V. C'est-à-dire qu'il y a 4 enjeux qui sont le volume, hein. Évidemment, on est en train de traiter des volumes qui sont extrêmement importants. Et donc, il faut être capable, d'un point de vue calculatoire, mais aussi d'un point de vue algorithme, d'être capable de générer des décisions à partir d'un grand volume de données. Ensuite, il y a la vélocité. Donc, la vélocité, c'est le fait que les données sont jamais statiques. Donc, je prends l'exemple typique d'action à la bourse. Vous voyez bien que le montant de l'action, eh bien, il évolue tout le temps. Et donc, il faut être capable de prendre en compte le fait que la donnée, elle évolue au cours du temps. La troisième chose, hein, c'est bien connu aussi, c'est la variété. En fait, quand on parle de données, en fait, il n'y a pas que des données numériques, hein, toutes simples. Il y a des données textuelles, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des représentations de données ordonnées ou structurées ou pas. Parfois avec des représentations particulières, pardon. Un GPS a une certaine forme, un numéro de téléphone aussi, une molécule également. Donc, on a un ensemble de données qu'on peut avoir à traiter par ces algorithmes qui peuvent être vraiment de types très différents.
Et puis, ce 4e V, hein, il n'est pas toujours mis, mais moi j'y suis sensible, c'est la véracité. Donc la véracité, c'est le fait que les données, elles ne sont pas forcément tout à fait propres. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont parfois imprécises, on a des données manquantes, on a des données qui sont fausses parce que à un instant donné, le capteur n'a pas marché, ou parce que, par exemple, à des fins, par exemple, de vie privée, la donnée qui est transmise peut être fausse, comme une localisation GPS, par exemple. Donc ça montre évidemment que la tâche d'analyse, elle n'est pas simple, et la conception d'algorithmes d'analyse de données et d'outils d'IA doit prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir proposer des résultats pertinents. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très important pour moi, hein. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait de la recherche dans le domaine de la sécurité. Quand on parle de données, évidemment, il y a quelque chose qui est très important, c'est évidemment la sécurité des données d'un point de vue fonctionnel pour la sécurité de votre application, mais aussi la protection de la vie privée, hein, qui est régie par le règlement RGPD, hein, le règlement général de la protection des données, qui n'est pas si vieux, hein, et qui définit un certain nombre de notions. Et une des notions qui est essentielle et que je rappelle souvent aux élèves ingénieurs de l'ENSICAN, c'est que quand on conçoit un système informatique, eh bien, on doit prendre en compte la protection de la vie privée comme une exigence fonctionnelle. Et donc, il va falloir, lorsqu'on va collecter ces données, opérer un certain nombre de traitements qui visent à garantir la protection de la vie privée des personnes qui sont concernées par ces données. Là, je vous ai mis un petit exemple à droite. Souvent, les gens pensent, bon, il suffit d'anonymiser et c'est bon. Bon, anonymiser, si on remplace juste le nom de la personne par un identifiant, ça ne suffit pas. Par exemple, si je sais que la personne a 22 ans, même si je ne connais pas son nom dans le tableau de gauche, j'arrive à identifier la personne en question et je peux savoir quelle est la maladie, le diagnostic de cette personne. Donc, on voyait bien que l'anonymisation simple du nom, ça ne suffit pas. Et bien souvent, hein, il y a des traitements qui sont réalisés qui vont avoir un impact, hein, sur la performance, qui vont par exemple, hein, c'est un exemple à droite, qui vont évidemment enlever tout ce qui est identification possible du nom de la personne. Donc, on regroupant souvent dans des catégories, et y compris sur des données d'âge, par exemple, de regrouper ces données, hein, sous la forme de catégories, qui fait que, là, en l'occurrence, hein, même si je sais que la personne a 22 ans, vous voyez bien que sur ce petit exemple, je ne sais pas trop qui c'est. Et donc, ça ne me permet pas de savoir, hein, ce que la personne a comme maladie. Donc ça, c'est un exemple très, très simple, hein, qui vous montre qu'il y a des traitements qui visent à masquer un petit peu certaines informations qui sont trop identifiantes pour la personne. Et évidemment, ce qu'on veut, hein, que ces transformations n'altèrent pas trop l'application, l'aide à la décision qui est associée à ces données. Donc tout ça, hein, ça peut paraître euh, peut-être contre-productif, hein, par rapport aux algorithmes d'IA, mais c'est effectivement essentiel, hein, de prendre ça en compte. Et c'est une exigence, hein, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, hein, toute personne qui développe un produit, un système informatique, doit démontrer en cas de contrôle de la CNIL qu'il a pris en compte la dimension de protection de la vie privée dans la conception de son système. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important. Donc voilà, pour moi, les 3 enjeux, hein, c'est ça, hein, c'est les enjeux d'analyse, ce qu'on veut en faire, les enjeux liés à la typologie des données, et puis les enjeux à la vie privée, parce que bien souvent, hein, les données qu'on traite, ce sont des données à caractère personnel. Alors évidemment, hein, je ne clame pas être exhaustif dans cette présentation, mais bon, je fais dans le temps qui m'a été donné. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième partie, qui est une partie sur la présentation du laboratoire de recherche grec, qui est un laboratoire de recherche en sciences du numérique. Alors, on tient à notre science du numérique et non pas en recherche en numérique, parce que la recherche en numérique, c'est de la recherche sur du tableur ou ce genre de choses, mais nous, on essaie de concevoir les systèmes informatiques de demain. Donc, pour ça, on a différentes thématiques, hein, que vous voyez. Et évidemment, l'IA, la science des données, la sécurité, tout ça, c'est au cœur de nos activités, et ceci depuis très longtemps.
Alors, juste pour vous donner une description rapide, hein, le GREC a été créé officiellement par des fusions de laboratoires, hein, en 96, est une UMR. Donc, une UMR, ça veut dire que c'est un laboratoire qui est soutenu par le CNRS. Donc, c'est comme ça qu'on appelle une unité mixte. Et puis, on a 2 autres tutelles. Alors, j'explique le nom des tutelles parce que souvent, les industriels ne savent pas trop ce que c'est qu'une tutelle d'un laboratoire. Eh bien, on a 2 autres tutelles, hein, que sont l'Université de Caen Normandie et l'ENSICAN. Qu'est-ce que ça veut dire être une tutelle d'un laboratoire? Ça veut dire qu'on va mettre à disposition des moyens, donc par exemple des locaux, des personnels, hein, qui vont effectuer leurs recherches dans ce laboratoire, et une dotation de fonctionnement, hein, qui vient notamment de l'État. Donc, notre labo, il est sur 3, et en Normandie, hein, c'est le seul laboratoire CNRS dans le domaine de l'informatique. Il y a d'autres laboratoires en recherche de sciences numériques, notamment le LITIS, hein, on va dire nos amis de Rouen, qui ne sont pas CNRS, qui l'ont été il fut un temps. Alors, en termes de localisation, hein, les enseignants chercheurs sont disséminés un petit peu dans toute la Normandie, y compris au Havre, hein, qui n'est pas une tutelle du laboratoire. Mais principalement, les gens sont localisés sur le site de Caen, et notamment sur le campus 2 de Caen. Alors, si on essaie de positionner un petit peu le laboratoire, hein, c'est un laboratoire qui fait de la recherche fondamentale, hein. Fondamentale, ça veut dire assez éloigné parfois de l'application, hein. Je pense par exemple à nos collègues qui travaillent sur l'informatique théorique, hein, donc ils vont essayer de travailler sur comment mesurer par exemple la complexité d'un algorithme. On a des recherches méthodologiques et appliquées, donc évidemment la plus proche des applications et donc des industriels, sur des problématiques relevant des sciences numériques. Alors souvent, quand on essaie de présenter succinctement les activités de recherche de GREC, on les présente souvent 3 domaines. Le premier domaine, c'est les algorithmes et l'intelligence artificielle, hein, donc on est vraiment dans la thématique de ce matin. La science des données, donc c'est tout ce qui est analyse, protection des données, notamment pour aussi développer des algorithmes d'aide à la décision. Et puis, le troisième domaine, c'est les capteurs et instruments. On a une équipe électronique, hein, qui vont travailler du matériau jusqu'au capteur, en ayant une maîtrise de la chaîne complète sur la mesure de la donnée qui est mesurée par le capteur. Donc ça, ce sont les 3 grands domaines du laboratoire. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est alors à l'heure actuelle, au dernier recensement, 184 personnes, ce qui fait, je pense, sans problème, que c'est le plus gros laboratoire de l'université de Caen. Au niveau de la Normandie, bon, après ça n'a pas un intérêt phénoménal, mais je pense qu'on est dans les 2-3 plus gros laboratoires de Normandie. Donc on a des chercheurs CNRS, hein, qui sont des chercheurs à plein temps et qui viennent du CNRS, des enseignants-chercheurs qui sont soit à l'université, soit à l'ENSICAN, des doctorants, alors ça fluctue beaucoup, des personnels administratifs, des personnels non permanents qui travaillent sur des projets, hein, on a des ingénieurs, des postdocs, et on a aussi des membres associés. Les membres associés, ce sont des personnes qui sont soit des académiques en France, soit des industriels avec qui on a une collaboration très marquée, et donc on les associe au laboratoire pour qu'ils puissent facilement venir au laboratoire, par exemple. Et on a des émérites, hein. Les émérites, c'est des gens qui sont en retraite, mais qui souhaitent contribuer malgré tout à la recherche du laboratoire pendant un certain nombre d'années. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, le budget annuel du laboratoire, c'est à peu près 2 millions d'euros, hein. Je ne parle pas évidemment des salaires des permanents, hein, mais 2 millions d'euros de projets, c'est à peu près voilà, ce que les enseignants-chercheurs et les chercheurs arrivent à récupérer comme projet pour travailler sur leur thématique de recherche. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc la structuration scientifique, elle est en 6 équipes de recherche qui vont s'intéresser à des thématiques très particulières de l'informatique ou de l'instrumentation. Et donc, on a pas mal de gens qui font de l'IA dans le laboratoire, on dirait presque toutes, hein, mais avec des techniques et des applications qui sont différentes. Juste pour vous dire aussi, parce que bon, je suis directeur de la recherche, mais directeur du laboratoire de recherche, mais on est aussi impliqué évidemment dans la formation. Les enseignants-chercheurs sont impliqués dans des formations normandes, et notamment là pour le laboratoire grec, hein, c'est plutôt des formations qui sont rattachées à l'université de Caen ou l'ENSICAN.
Mais vous voyez que c'est quand même assez conséquent et ça peut faire le lien aussi avec les industriels parce que les industriels peuvent être amenés aussi à recruter des gens et bien souvent, les formations associées, eh bien, elles sont aussi bien souvent réalisées par des anciens chercheurs du grec. Voilà, ça c'était la présentation succincte du grec. Et puis après, vous pourrez vous poser vos questions, hein, j'essaie de tenir à peu près mon timing. Le troisième point que je voulais vous montrer, c'est de vous donner quelques exemples de travaux. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents types de données qu'on va traiter, hein, pour proposer des systèmes intelligents. Alors, j'ai demandé à quelques responsables d'équipe de m'envoyer des transparents. Là, c'est un transparent, c'est sur l'analyse d'image, hein, donc sans trop grande surprise, ce sont des transparents qui viennent de l'équipe image et qui travaille beaucoup sur de l'apprentissage machine, notamment en utilisant ce qu'on appelle du deep learning, pour pouvoir essayer de proposer des nouvelles solutions. Là, vous avez par exemple à gauche des choses qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de la mise en correspondance de données. Donc là, c'est des images aériennes avec ici une image en visible et ça, c'est sans doute une image en infrarouge. On a aussi la possibilité de traiter des données qui sont plutôt en 3 dimensions, mais en 3 dimensions des points. Donc, par exemple, avec une Kinect, de pouvoir détecter et reconnaître la gestuelle d'une personne. Le traitement de vidéo, par exemple, dans des vidéos de SNCF ou de tram, bien pour analyser le comportement de façon automatique, ou l'analyse à partir d'images ou de séquences d'images pour la détection d'émotions. Donc voilà, ça, c'est quelques exemples qui sont plutôt sur des données images ou des images ou des séquences d'images. Et donc, il y a évidemment tout un ensemble d'algorithmes, hein, qui permettent justement de faire de l'aide à la décision. Évidemment, les applications sont assez importantes. Toujours dans le domaine de l'image, hein, souvent quand on parle d'analyse de données, on pense surtout voilà, je prends une image en entrée et je ressors quelque chose qui va me permettre uniquement une décision. Il faut savoir que les techniques d'apprentissage récent, d'apprentissage profond, permettent également de faire de la génération d'images. Donc là, il y a quelques exemples, hein. Alors ici, c'est ce qu'on appelle de l'in-painting, hein, c'est-à-dire que vous avez une image de faible résolution, et puis vous voulez essayer d'augmenter la résolution, d'essayer de prédire quel est effectivement le visage de la personne à partir de ces informations. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Donc le système, il a produit ça, et en fait, la réalité, c'était ça. Bon, un peu trompé sur l'âge, mais globalement, on a quelque chose qui ressemble à un humain. Il pareil, hein, on a une partie qui est masquée totalement, et on va essayer de reproduire un visage, et vous voyez bon, que là, on n'est pas si mal. Ça, il y a pas mal d'applications concrètes, hein, typiquement, à titre personnel, moi, j'ai en ce moment une coopération avec la société FIM à Caen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer, par exemple, des données biométriques, hein, des empreintes digitales, pour pouvoir tester des systèmes biométriques dans le cadre de leur activité. Donc, on utilise aussi des solutions de ce type-là. On a des applications qui, là, sont plutôt des applications, on va dire, applications artistiques, où on va prendre une image, on va prendre un style et on va faire ce qu'on appelle un transfert de style, c'est-à-dire, en gros, prendre cette image et faire comme si elle avait été peinte avec ce style. Donc là, vous voyez un petit peu le résultat. Et il y a aussi pas mal de personnes qui utilisent des outils développés par le grec, hein, pour des applications artistiques, notamment des dessinateurs de bande dessinée, notamment pour de l'aide du coloriage, par exemple. Et puis, on a d'autres exemples aussi, hein, où on va prendre une image en 2D et essayer, hein, de faire une sorte de rendu 3D de l'image, hein, pour essayer justement d'avoir quelque chose d'un peu plus visible. Donc, vous voyez que là, le résultat du traitement, c'est une image. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir d'une image et on va ressortir une image, mais on va essayer d'améliorer, de proposer des nouvelles choses. Par exemple, ici, hein, si vous avez une image qui est comme ça, ben, évidemment, peut-être que ce sera plus intéressant d'avoir une image de ce type-là. Alors, on change complètement de sujet, hein, donc là, on a une équipe, c'est l'équipe Kodag, hein, du grec,
qui travaille sur des applications de camions informatiques. Le camion informatique, c'est en gros d'utiliser des techniques de fouille de données, notamment souvent basées à base de graphes, pour pouvoir analyser des molécules chimiques. Donc là, c'est un exemple où vous allez avoir une molécule chimique. Alors, on fait un peu de rappel de chimie que vous avez eu tous à un moment plus ou moins lointain sur le sujet. Et par des algorithmes, ils vont pouvoir, ce qu'ils vont essayer de définir, c'est d'essayer de déterminer les traits pharmacophoriques. Alors, les traits pharmacophoriques, alors je ne suis pas forcément un chimiste et j'avoue que j'ai des mauvais souvenirs de mes cours de chimie quand j'étais étudiant, mais bon, un trait pharmacophorique, c'est un trait qui va correspondre à une capacité d'une molécule, par exemple, à accepter des liaisons hydrogènes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement coupler la molécule avec de l'hydrogène. Et donc, avec ce type d'algo, on va pouvoir représenter cette molécule en termes de capacité pharmacophorique et qui va être représentée sous la forme d'un graphe des traits pharmacophoriques associés à cette molécule. Alors, à quoi ça peut servir, par exemple? C'est par exemple si on veut essayer de concevoir un médicament, eh bien, on peut avoir envie de rechercher toutes les molécules qui ont certains traits pharmacophoriques. Et donc, l'équipe Kodak a développé un logiciel qui s'appelle Norms et qui permet justement de faciliter cette recherche de molécules ayant certains traits pharmacophoriques pour notamment la conception de médicaments. Vous voyez qu'on va avoir des données qui vont être en entrée des molécules, qu'on va représenter sous la forme de graphes, et à partir de cette représentation de graphes, eh bien, on va pouvoir réaliser un certain nombre de traitements qui vont répondre à des problématiques concrètes, là en l'occurrence sur l'identification de molécules intéressantes pour tel ou tel médicament. Alors, je vais finir par un autre sujet. Alors, donc ça, c'est plutôt des sujets qui sont liés à l'équipe SAFE, donc l'équipe en sécurité. Pour certains, d'ailleurs, c'est des travaux que je mène depuis un certain temps. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on travaille sur de la biométrie. Donc, la biométrie, c'est d'identifier des personnes. On utilise beaucoup le comportement de la personne pour le reconnaître. Et depuis 2007, ça me fait tout drôle de dire ça, mais on a commencé il y a 15 ans, à travailler sur l'analyse de la dynamique de frappe au clavier, c'est-à-dire que lorsque vous tapez au clavier, on va analyser votre comportement. Et avec cette analyse, qui peut être faite sur un logiciel, mais qui peut être faite sur Internet, eh bien, on peut proposer un certain nombre de solutions qui vont identifier la personne, qui vont authentifier la personne, plutôt que d'utiliser des caractères, enfin des mots de passe avec des caractères spéciaux. On peut aussi profiler la personne, savoir si c'est un gaucher, si c'est une femme, si c'est quelqu'un plutôt jeune, etc. Donc, vous imaginez bien qu'il y a pas mal d'applications, ce genre de choses. Donc, nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le sujet. Et l'année dernière, on a eu une thèse qui a été soutenue avec une thèse CIFRE, donc qui a été soutenue avec une entreprise qui s'appelle la société TestWe. C'est une start-up parisienne qui travaillait sur la formation à distance. Donc, vous imaginez avec le Covid qu'ils ont eu un certain boost qui n'était pas forcément prévu. Et qui dit formation à distance dit surveillance d'examen à distance. Comment faire pour surveiller les gens qui passent des examens à distance? On a eu quand même un certain nombre pendant le Covid. Et donc, on a proposé des solutions qui vont utiliser, par exemple, la reconnaissance faciale et la ligne de frappe au clavier, notamment pour vérifier que la personne qui passe l'examen, c'est la même qui a suivi les cours. Donc, on a développé tout un système avec eux, et évidemment en protégeant la vie privée, qui permet au système de surveiller de façon automatique et de focaliser l'attention d'un opérateur en cas d'identification de fraude potentielle. Un dernier point, moi je suis très sensible à ce sujet-là, et je vous l'ai dit, ça c'est un des sujets qui concerne la partie protection de la vie privée. La protection des données personnelles, c'est un enjeu essentiel. Évidemment, on peut faire du chiffrement classique, mais ça pose un certain nombre de soucis opérationnels. Donc nous, on travaille beaucoup sur la transformation de données. Alors initialement sur la transformation de données biométriques, mais en fait, on peut appliquer ça sur n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est d'appliquer une transformation paramétrée par un secret, qui peut être un mot de passe, qui peut être un aléa, etc., qui va générer un code binaire. Et ces transformations, on essaie de les concevoir, et elles ont pour objectif d'être non inversives, c'est-à-dire qu'à partir du code binaire,
je ne peux pas remonter la donnée. C'est paramétré par le secret, donc pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir le générer notamment, il faut le secret. On peut faire des calculs dans le domaine du transformé, c'est-à-dire comparer. C'est comme ça que nous, on a fait pour la biométrie, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de la comparaison d'empreintes, de visage, de lignes de frappe dans le domaine transformé sans que ce soit une atteinte à la vie privée. Et puis, ce code binaire, c'est quelque chose qui coûte quelques octets, hein, donc ce n'est pas très coûteux à envoyer. Alors, il y a des gens hein, qui vont travailler sur d'autres techniques qui sont par exemple du chiffrement homomorphique, mais ce n'est pas quelques octets qu'il faut envoyer, hein, je peux vous dire. Alors, les applications, il y en a plein. Hein. On a travaillé avec Orange Labs sur des notions d'authentification transparente, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez votre téléphone, toutes les X minutes, on va envoyer des données protégées qui correspondent à votre comportement lorsque vous utilisez votre téléphone. Le tiers de confiance va regarder si ce comportement il est habituel ou pas. Il va faire évoluer un indice de confiance. Et si votre indice de confiance est assez haut et que vous voulez accéder à un service, eh bien, on ne vous demandera pas d'authentification puisque le tiers de confiance sait déjà que vous êtes la bonne personne. Donc ça, il y a évidemment ces applications et puis évidemment, il y a des applications de traitement de données personnelles dans le cloud hein, où on va pouvoir faire des opérations sans que le cloud, qui est souvent vu comme un service honnête mais curieux, ne sache ce que vous traitez. Donc voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, sur la conception de transformation, mais aussi leurs attaques. Alors, le dernier point, et je suis presque dans le temps, hein, le dernier point que je vais vous donner, c'est comment collaborer avec le grec. En fait, souvent, les industriels, ils se disent, bon, on va tout de suite être sur des gros projets, des gros financements, et ce n'est pas le cas, en fait. Hein. Bon, il faut savoir qu'on a beaucoup d'étudiants, hein, que ce soit à l'Unican ou à l'INSICAN, et qui font des projets étudiants. Et souvent, ça peut être intéressant d'avoir des projets étudiants qui sont fournis par des entreprises. Donc, un premier moyen de collaboration, c'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, pas sur des choses essentielles de l'entreprise, hein, mais sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le temps, mais que vous aimeriez quand même regarder, eh bien, c'est de donner un projet étudiant. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent sur des problématiques assez haut niveau. Hein. Par exemple, j'ai des étudiants en ce moment qui travaillent sur la géolocalisation d'une image à partir de son contenu. C'est-à-dire, j'ai une image et je veux déterminer la coordonnée GPS de où a été prise cette image-là. Donc, vous voyez, ça peut être des choses assez pointues quand même. Ensuite, évidemment, il y a les stages étudiants. Hein, et là, il y a tous les niveaux. Hein. Il y a des L3 qui recherchent activement des stages. Il y a des M2, des élèves ingénieurs. Enfin, disons qu'il y a quand même un grand nombre d'étudiants en informatique qui cherchent des stages étudiants et ça peut être intéressant pour une entreprise. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec un laboratoire sur des contrats de prestation. Hein. Une prestation, c'est à vous demander au laboratoire de vous fournir un travail qui peut être un état de l'art, qui peut être une étude, qui peut être un test de votre solution en sécurité, en ce que vous voulez. Ensuite, il y a le contrat de collaboration. Donc, l'idée, c'est comment travailler conjointement avec un laboratoire. Donc là, c'est un travail conjoint avec l'entreprise et le laboratoire. Ponctuellement, vous savez, il y a un plan de relance de l'État et il y a des avantages importants, hein, soit sur le recrutement de docteurs, soit sur le travail conjoint avec un laboratoire, avec la mise à disposition d'un salarié d'une entreprise. Donc ça, c'est encore possible jusqu'à juin. Donc, je vous engage à vous rapprocher d'un laboratoire, que ce soit le grec ou pas d'ailleurs, hein, mais pour bénéficier de ce plan de relance. Hein. C'est assez important. Hein. Ça permet par exemple de financer 80% d'un salarié hein, dans une entreprise. Ensuite, il y a les tests CIFRE. Hein. Donc, c'est des tests qui sont cofinancés par la NRT et le doctorant et salarié de l'entreprise. Pour information, moi, j'ai 2 tests CIFRE en ce moment avec la société FIM sur la certification de système biométrique. Hein, et donc, ça, c'est des choses qui marchent très bien. Et en plus, quand c'est des entreprises locales, c'est beaucoup plus simple plutôt que d'avoir des entreprises qui sont basées à plusieurs centaines de kilomètres. Évidemment, vous avez tous les projets collaboratifs. Hein, donc, en général, les projets collaboratifs, ça se fait avec plusieurs partenaires. Et le pôle TES hein, pourra vous aider à préparer des consortiums, mais il y en a de tout type, que ce soit au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Hein. Il y a le laboratoire commun, où là, vraiment, il y a un partenariat qui s'est établi avec une entreprise et on veut aller un peu plus loin, on veut structurer les choses. Et ça s'appelle un laboratoire commun. Il y a quelques jours, hein, on a inauguré
le laboratoire commun IPDN, hein, avec la société Murata, avec 3 UMR hein, qui ne sont pas toutes en informatique. Hein. Donc le CRISMAT, le CIMAP et le GREC, hein, qui sont 3 UMR de l'ENSICAN, enfin, qui sont localisés à l'ENSICAN et qui sont aussi sous tutelle CNRS et Unican, et pour le CIMAP, CEA. Donc, vous voyez, il y a tout un continuum hein, de collaboration avec un laboratoire de recherche. Alors, ce que je dis pour le GREC, c'est identique pour tous les autres labos. Et il ne faut vraiment pas hésiter à contacter le labo et on vous dirigera vers le chercheur le plus à même de répondre à votre demande. Et j'ai terminé et je pense que je suis pas mal. Et merci. Merci beaucoup, Christophe. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Sinon, on va poursuivre le temps que je relance les François. slides. Ah, François, vas-y. Bah, j'en profite pour prendre la parole vu qu'il n'y a pas de questions. Bah, moi, je voulais dire merci pour la présentation. Et vu que je suis aussi un ancien du grec, j'ai été moi-même doctorant, docteur, postdoc. Donc, c'est un laboratoire que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. À cœur aussi. Le petit jeu de mots avec hacker en informatique. Donc voilà, bah, merci pour cette présentation. Et bien sûr, on travaille aussi avec le grec et dans le cadre aussi du Booster IA. Donc on est en train de mener un projet, donc une étude justement. Tu parlais de possibilité de travailler avec le grec, donc c'est via une étude donc, en lien avec l'IA, le traitement de données et la 3D. D'accord. Ça marche. Merci François. Et juste pour vous dire qu'effectivement, on aide beaucoup. On essaie d'essayer d'aider les startups canaises ou normandes. Hein. Et donc, on accompagne, on essaie d'accompagner dès l'entrée, notamment à Normandie Incubation. Mais après, on peut travailler avec certaines entreprises. Il fut un temps, on avait accompagné par exemple des sociétés comme YouSign, des petites sociétés locales. Et donc, ça, c'est avec plaisir qu'on le fait. Hein, et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, je vais laisser la parole à David Moreau pour Devolis. David, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui. Tu me Parfait. fais un petit signe quand tu veux que C'est j'avance bon, les c'est slides. bon. Ça Bah, marche? oui, d'accord, oui. Ça marche? Très bien. Bah, tu peux avancer le premier, je pense. Merci. Très bien. Alors, bonjour, moi je suis directeur des opérations de Devolis et aujourd'hui, là, en 7 minutes, je vais vous parler de notre moteur de chatbot, donc qui s'appelle Jellybot, qui est en commercialisation depuis maintenant 2 ans. Et effectivement, bah, qui va, je pense, dans la thématique de la journée, puisque vous voyez le slogan, notamment le chatbot qui vous relie. Donc, en général, quand on parle de liaison, on va parler données. Donc, quelques-uns de nos clients, on travaille principalement pour des chatbots internes. On n'est pas positionné sur les chatbots que vous pouvez voir sur les sites internet grand public. On fait plutôt appel à nous justement sur des problématiques qui nécessitent de l'interfaçage avec de la donnée du système d'information, aussi bien un système d'information de gestion, mais également industriel. On a aujourd'hui pas mal de projets dans des grands domaines, on va dire, d'industrie 4.0. Voilà quelques-uns de ses clients et pour info également, on a participé, à quelques salons, In-Normandie 2020, Vivatech, 2021 l'année dernière dans le stand de la région Normandie et cette année, on participe au salon européen, qui s'appelle Laval Virtual Europe, qui est un salon dédié aux solutions de réalité virtuelle, réalité augmentée et mixte et vous allez voir dans quel cadre justement, voilà, le chatbot, peut s'interfacer avec ce type d'environnement immersif.
Alors notre solution, alors elle a vocation finalement à être utilisée, comme je disais, aussi bien pour l'interne ou pour le public. Aujourd'hui, en tout cas, on est plutôt sur des utilisations internes. L'objectif finalement, c'est, de faciliter l'accès à l'information, donc à la donnée, mais aussi, de pouvoir, récupérer des données depuis un utilisateur et donc d'avoir, la capacité d'échange finalement, entre 2 types d'intelligence, j'allais dire. L'intelligence humaine qui est, l'utilisateur du chatbot et puis, l'intelligence, métier en fait tout simplement de la société. Et tout ça en utilisant, ben, un vecteur également, toujours intelligent ou supposé l'être, à certains certains niveaux qui est l'intelligence artificielle. Notre particularité par rapport à beaucoup de solutions, effectivement, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est, très axé sur, le système d'information. Peu de solutions de chatbot le sont, hein, et donc on utilise, bah, les capacités de notre structure d'Evolis, qui est une société, de services spécialisée notamment en développement, bah, pour pouvoir, effectivement, accéder ou pousser de la donnée dans les systèmes métiers de nos clients, des entreprises de nos clients. On peut notamment y accéder via des API, hein, pour les systèmes ouverts et notre solution est ce qu'on appelle un corps modèle, c'est-à-dire qu'on peut le répliquer finalement, à l'infini sur, de très nombreux cas d'usage qui vont être designés en fait dans une console, no code, donc accessible par les métiers, pour scénariser finalement les dialogues du chatbot et on va en fait, faciliter l'intégration avec les systèmes d'information au travers de connecteurs que l'on développe. Tu peux y aller, Ludivine. Voilà, quelques types de connecteurs pour, se projeter un petit peu justement sur les interfaçages possibles. Donc, on a des connecteurs qui vont être, spécialisés, autour de l'industrie, notamment si on parle de alors en partie, mais de SAP, d'un MES, d'une GMAO. Et puis ensuite des connecteurs qui vont être, je dirais plus classiques et plutôt orientés, gestion, comme des outils métiers comme Salesforce, des outils en fait de support, de gestion de support, parce que c'est une grande thématique évidemment le chatbot en support, comme ServiceNow par exemple ou Jira que vous connaissez sans doute à peu près tous. Et puis évidemment tout ce qui est base de données. Et comme on est une société également pure Microsoft en termes de technologie, ben, on va également pouvoir s'interfacer facilement avec les outils de Microsoft tels que SharePoint, tels que Teams, de l'Active Directory, du mail, Exchange, etc., etc. Nos interfaces, alors 2 sont Microsoft, hein, comme je disais, de par notre positionnement technologique. Le premier, c'est Teams, qui est un outil, bah, que vous connaissez tous, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Donc d'intégrer finalement le chatbot en accès directement dans le Teams, ce qui, permet de centraliser finalement les échanges, d'informations entre l'utilisateur et le système d'information. Du site web, voilà, sous format de live chat, donc les chatbots que l'on voit assez classiquement avec la petite fenêtre qui s'ouvre en bas à droite lorsqu'on a besoin, de converser. Et puis, la grosse innovation et on est les seuls à notre connaissance à faire ce type de chatbot, de pouvoir embarquer en fait le chatbot dans des casques de réalité mixte, en l'occurrence le casque HoloLens 2, ce qui permet un certain nombre de cas d'usage, notamment industriels qu'on va, rapidement, voir juste après. L'intelligence, elle se situe où dans le chatbot? Alors, voilà les grandes étapes finalement d'accès, à l'intelligence, plus ou moins, évoluée, hein, d'un chatbot. Le niveau zéro, c'est ce qu'on connaît sous la forme de ce qu'on appelle des bases Q&A, donc des questions-réponses, hein, des FAQ, avec par contre de l'intelligence artificielle pour la gestion de ce qu'on appelle le NLP, donc le langage naturel, la détection de langue et pourquoi pas de la traduction automatisée de la détection de sentiments. Donc là, c'est, voilà le niveau zéro, on va dire. Ensuite, on va avoir le niveau supérieur qui est la gestion de flux conversationnels, donc la détection d'intention, hein, qui permet de repérer un processus finalement attendu par l'utilisateur, comme par exemple une commande, d'un outil, enfin voilà, d'un équipement, une demande de maintenance et cetera. Donc ça, c'est également notre chatbot qui va être capable d'engager un flux particulier en reconnaissant
naissance ce type de demande. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, donc la connexion vers le SI. On est également capable d'aller fouiller des bases documentaires au travers d'un moteur d'analyse sémantique qu'on a développé nous-mêmes avec notre équipe de data scientists. Et enfin, de passer, j'allais dire, la main parfois à une intelligence suprême, qui est l'intelligence humaine, lorsque le chatbot n'est pas en capacité de répondre à une question. Quelques cas d'usage, donc voilà, pour vous donner des cas d'utilisation qui nous sont demandés assez fréquemment. Donc l'accès à l'information en milieu industriel, je reviens au cas de réalité mixte. En fait, l'idée, c'est d'avoir un compagnon qui est capable de répondre à des questions, d'afficher de la documentation, des vidéos, des tutos, des informations de planification directement depuis le casque en full vocal, c'est-à-dire en captation vocale et en restitution vocale également. Tout ça en main libre, qui permet en fait d'être utilisé notamment dans des environnements qui nécessitent des équipements industriels, des EPI, donc sans avoir à retourner sur son PC dans le bureau administratif, le tout donc directement, pourquoi pas, devant la ligne de production. Ensuite, on a tout ce qui est service support, voilà, support IT, mais support de façon générale pour GRDF, c'est du support aux conseillers clientèle, par exemple. Là, tu peux passer du Divine si tu veux. On a également des guides, voilà, des guides et des chatbots d'accueil, par exemple, que l'on peut embarquer sur des bornes, et également de la formation et de l'accompagnement au changement, puisqu'on va être capable finalement de simuler des mises en situation au travers du chatbot qui va prendre la place finalement d'un instructeur et qui va pouvoir poser des questions à un utilisateur et afin de mesurer finalement si un utilisateur a les connaissances attendues et de pouvoir scorer cette conversation, par exemple, afin d'être certain qu'un utilisateur, par exemple, connaisse suffisamment les normes de cybersécurité dans son entreprise, etc. Et donc de pouvoir l'entraîner à des situations particulières. Et puis un dernier cas classique, c'est l'arrivée des nouveaux arrivants, l'onboarding, pour répondre à toutes les questions finalement que peut se poser quelqu'un qui arrive dans une entreprise. Là, je crois qu'on a à peu près 7 On est minutes, en donc fin de timing, ouais. voilà, donc je vais juste, si tu veux, dérouler, vas-y. Donc là, j'en ai déjà parlé, tout ça, également, vas-y, tu peux juste, vas-y, tu peux y aller. Voilà, donc tu es parti effectivement au workflow, donc que j'ai signé tout à l'heure. Et puis enfin, voilà, juste pour revenir là-dessus, on va présenter à Laval Virtual, donc dans un mois maintenant, une solution avec un de nos partenaires donc, qui s'appelle Oreca, qui fait partie d'ailleurs de certains groupes, et notamment le Data Lab et je crois également le pôle TES, sur la capacité pour un opérateur en situation d'audit de chantier, eh bien, en fait, d'avoir directement au travers du chatbot la capacité en fait de mener cet audit, de checker des points de contrôle, d'aller chercher pourquoi pas des informations, d'engager des demandes de maintenance lorsque l'audit présente des non-conformités. Donc, pour tous ceux bien sûr qui seraient intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir à Laval le mois prochain ou à évidemment nous solliciter pour une prochaine démo et un échange. On est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci David. Alors, je vais laisser la parole à Samba. Si tu veux activer ton micro, parce que j'ai qu'une toute petite fenêtre, donc je ne vois pas. Yes, comme je disais, je m'appelle Samba, j'ai 23 ans, je suis diplômé de l'ESIX en Normandie depuis le mois de septembre en mécatronique et système embarqué. Et à côté, je fais du basket au CBC. Donc, je suis aussi le fondateur de la société DataDunk. Tu peux y aller. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Oui. Ok. Yes, du coup, pour bien comprendre la construit aujourd'hui, il faut emprunter deux grandes perspectives. Donc, tout d'abord, comprendre que d'un côté, DataDunk, c'est à la fois une technologie d'analyse de la performance sportive, donc un outil qui permet à la fois de collecter, de mesurer et d'analyser les performances des joueurs, et d'un autre côté, une plateforme de gestion, donc une plateforme à destination de l'ensemble de l'écosystème qui permet ainsi de suivre, de monitorer, de récupérer des données sur l'ensemble des statistiques. Donc, très rapidement, je fais un tour du problème. Donc, aujourd'hui, prenons un scénario d'un soir de match typique, donc un soir dans nos matchs. Donc, on a une équipe qui se déplace pour un match sur une autre ville. On est accompagné d'un staff de 5 à 6 joueurs qui s'occupent essentiellement de récupérer les statistiques par le biais de feuilles manuscrits
ou très récemment par le biais de tableurs Excel. Donc, à la fin du match, l'équipe récupère l'ensemble des données statistiques qui compilent par le biais d'outils, donc comme on peut le voir ici, donc des fichiers Excel qui permettent d'organiser et de générer quelques graphiques. Par derrière, l'ensemble de ces données sont transférées à une autre équipe qui s'occupe de tout ce qui est l'analyse. Donc, c'est le premier niveau, donc à effectuer tout ce qui est tag en fonction des demandes du coach ou autre. Il génère un premier socle de data, donc de rapports, qui sera par derrière réanalysé par le coach et l'équipe statistique pour un retour vers nous les joueurs avec un délai de 5 à 6 jours. Donc ainsi, 3 grands problèmes se posent. Donc un, la lenteur du recueil, le traitement des données, les coûts salariaux très élevés parce que ça fait donc 5 salariés au sein du club, et la fiabilité des requêtes des données. Donc qu'est-ce qu'on propose comme solution aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons bâti un socle technologique assez important. Donc notre outil se compose ainsi. Donc on a 4 grandes briques technologiques. Donc le premier est un système de tag et d'encre qui nous permet ainsi de récupérer un ensemble de données relatives aux joueurs, donc tout ce qui est déplacement, localisation sur les 3 axes, les vitesses angulaires, l'accélération et un ensemble de données. On coupe cela à une balle connectée qu'on est en train de développer à ce niveau, qui nous permet de récupérer un ensemble de données relatives à un sport spécifique. Donc on considère le basket, le hand, le futsal, tous les sports indoor. On coupe cela à un système de volley IA qui nous permet de faire du séquençage automatisé, l'analyse des scènes, la validation des données et aussi tout récemment donc, ce qu'on appelle de la reconnaissance d'action. Donc, par derrière, on coupe l'ensemble du système à un bracelet connecté qui nous permet ainsi de faire du monitoring des signaux faibles. Donc, qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain? Donc, tout ce qui est oxygénation, hydratation, dépenses caloriques, sommeil, faire en tout cas un suivi complet de la tête. On coupe cela à un volet applicatif composé donc à la fois d'une application à destination du coach qui lui permet de faire son monitoring en temps réel, pouvoir prendre des décisions basées sur de la data ou sur un retour physiologique pendant le match, organiser l'ensemble de ses entraînements et planifier ses séances et faire un suivi complet dessus. On coupe cela à une plateforme web. L'idée de la plateforme est de mettre l'ensemble de ces données à disposition de l'écosystème à des niveaux différents. Donc au niveau, on suppose que la fédération puisse avoir accès à ces données, donc les ligues locales, les clubs, les joueurs, le préparateur physique, donc tout ce qui tourne autour du club. Pour donner un exemple un peu plus concret, avec les systèmes de tag et d'encre, on arrive à récupérer un ensemble de données, donc de déplacement, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est des données assez brutes, mais c'est des données de déplacement et de direction de l'ensemble des joueurs. Une heatmap, donc tout ce qui est les zones d'activité des joueurs, quelles sont leurs zones d'activité où ils sont très fortes ou très peu, et spécifiquement dans le cas du basket, ici, les shot tracks, donc les endroits où les joueurs mettent plus ou moins de tirs. Au niveau de la balle connectée, donc comme je l'expliquais, on récupère des données sur 3 axes, donc X, Y, Z, nos données de déplacement et nos données de vitesse. Au niveau de l'IA, donc voilà, là on a 2 vidéos de mes propres matchs qu'on a pu déjà analyser. Donc sur ce premier volet, on fait de l'analyse des squelettes. Donc l'idée est juste de pouvoir récupérer les données angulaires des différentes positions au niveau des layups ou des courses pour optimiser le mouvement. Sur ce second volet, c'est l'identification pure, donc pouvoir reconnaître le joueur, donc l'équipe adverse, l'arbitre, le coach, et pouvoir par derrière nous générer de la donnée soit sur du déplacement, sur de l'analyse de mouvement, comme je l'expliquais tout avant. Et donc sur ces 2 volets, c'est plus de l'identification d'action et l'analyse de shoot, donc les vitesses angulaires, les angles et les déplacements. Donc un exemple plus concret de ce qu'on fait aujourd'hui sur la performance collective, c'est ce qu'on considère comme un réseau de passes. Donc, c'est-à-dire on arrive à identifier l'ensemble des passes lors d'un match de basket et ça nous permet par derrière de générer ce qu'on appelle un data viz ainsi, qui nous permet de connaître l'influence des joueurs au niveau de l'équipe. Donc, ça permet au coach de savoir à quel moment est-ce qu'il faut mettre tel joueur, sortir tel joueur ou tel joueur, quel est l'impact d'une joueuse sur une équipe, quel est l'impact de mes diverses équipes qui se démarchent, donc une équipe de 5 ou de 6 qui est purement offensive ou défensive, et à ce niveau, ajuster sa stratégie. Donc, concrètement, cela nous permet de générer des graphiques ainsi, donc comme l'influence d'une joueuse dans l'équipe, à savoir comment est-ce que les joueurs influent sur les performances de l'équipe, l'une ou l'autre, et dans quel timing. Donc, on a un premier prototype qu'on a pu développer. Moi, j'ai eu à développer lors de ma dernière année d'études au niveau de l'ESIX. J'ai substitué mon projet de fin d'études à un projet de mon stage de fin d'études à un stage. Un système de stage mis en place par la région, par mon stage ma startup, qui m'a permis d'effectuer mon stage dans mon projet par l'accompagnement du coup du grec, de l'ESIX et de ma incubation. Donc on a pu développer un premier volet qui nous permet ainsi donc très rapidement de valider à la fois la techno et la mise en place en réel, donc récupérer l'ensemble des données des joueurs, leur déplacement, leur position en temps réel, en interface très rapidement qui nous permet d'identifier cela, enregistrer les sessions et pouvoir les révisionner plus tard. Donc voilà un peu ce qu'on a pu accomplir. Donc aujourd'hui, l'idée pour nous est de construire un écosystème complet de performance, donc qui associe à la fois, comme je dis, monitoring, reporting, data vision, intelligence artificielle. Donc pour un club concrètement, ça lui permet de piloter sa performance individuelle et collective, analyser son jeu en temps réel, fournir un outil de la décision, du monitoring, etc., etc. Donc un ensemble de fonctions qui permet aussi à son club, au club donc à tous les niveaux, donc président comme joueur, gérer leur investissement. On intervient aussi très rapidement sur toutes les familles de données, donc tout ce qui est données individuelles, physiques, mentales, nutritionnelles, ainsi.
les données de compétition, donc les temps sans ballon, sans avec ballon, donc les passes, etc., tout ce qui est relatif à un match, et les données environnementales sur lesquelles on travaille avec les psychologues, sur tout ce qui est évaluation de la fatigue physique, cognitive, émotionnelle et les perceptions, donc l'environnemental. Hop là. Donc, notre lien avec la recherche. Donc, comme je le disais, moi, j'étais étudiant au niveau de l'ESIX, qui est une école d'ingénieurs fondée par des chercheurs du lac et du grec. Donc, ils m'ont accompagné sur le développement du premier volet applicatif, donc par l'encadrement de ces 4 chercheurs, donc M. Pigeon, 16, M. Ménard et Daniel. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place un projet collaboratif sur les prochaines étapes. Donc, collaborer sur quelques points pour moi, donc tout ce qui est enrichissement sémantique, la mise en place mécanique de notre balle connectée et des algos de prédiction. Donc, voilà un peu les points sur lesquels on espère continuer notre collaboration. Et très rapidement, je suis en dernier point sur le client. Je dois pas être trop mal en termes de timing. On y est. Vas-y, je te laisse conclure. Donc, nous, notre outil est un outil à destination du club. Donc, concrètement, c'est le club qui l'achète et qui l'utilise à des fins d'analyse et de performance. On est en train de construire un modèle économique qui permet à l'ensemble de l'écosystème d'en profiter. Donc, pour un club, très rapidement, donc on peut dire qu'il peut utiliser à des fins d'entraînement, de communication pour le service com, qui peut avoir accès à toutes les données séquencées, automatisées juste après le match ou avec un très léger délai. Le kiné qui peut directement récupérer les données relatives à l'entraînement et ajuster ainsi les protocoles de récupération. Et tout l'écosystème, donc recrutement, formation. À d'autres niveaux, la fédération, pour avoir accès à l'ensemble de ces données en temps réel lors des matchs. Un système comme un média canet comme Sport aujourd'hui, ils ont un délai différé de 5 à 6 jours pour publier les articles de nos matchs dus au retard de disponibilité des statistiques par la fédération. Avec l'outil, ils peuvent effectuer leur article ou leur rédaction le soir même du match. Et ainsi l'ensemble de l'écosystème, donc comme les fans, les recruteurs, ça nous permettra d'optimiser les recrutements aujourd'hui en équipe de France ou autre. Donc voilà, très rapidement. Et on arrive à la fin. Donc, merci beaucoup de votre présentation. Et place aux questions lorsque tout le monde a fini. Merci, Samba. Alors, Christophe qui a levé la main direct. Je vais te laisser poser ta question, Christophe. Merci pour la présentation. Moi, je suis ravi de voir que tu travailles déjà avec des gens du grec. Tu ne travailles pas du tout avec François Rioux? Justement, on avait échangé très rapidement sur ce sujet. Et du coup, là, sur le projet collaboratif, on est revenu vers lui, mais ça ne l'intéressait pas trop. Donc, pour le coup, voilà un peu. Mais j'avais collaboré avec lui rapidement pendant mon stage parce qu'il travaillait sur un projet similaire sur de l'enregistrement sémantique de trajectoire. Et du coup, moi, j'ai aidé rapidement sur la mise en place et on avait collaboré sur un stagiaire aussi, mais il n'y a pas eu de suite par derrière. Ok, j'essaierai de reboucler avec lui parce que oui, effectivement, il travaille sur des choses assez similaires. Totalement. C'est sur du hand, mais bon, entre le hand et le basket, je pense que, en tout cas, sur les technologies, sur la performance, c'est pas très, très éloigné, je pense. Totalement. Surtout que nous, on lance aussi un développement dans le hand avec les Vikings et notamment le centre sportif de Normandie. Ok, bon, je vais reboucler avec lui. Merci. Merci à vous. Merci, Christophe. Je vais te laisser la parole, François, pour qu'on tienne le timing. De toute façon, donc j'ai droit à 7 minutes aussi. C'est ça, tout à fait. Ok. Et tu me dis quand j'avance. Ok, bonjour à tous. Tu peux passer. Sinon, moi, c'est François Loz, président et cofondateur de Norme 3D. Donc, Norme 3D, donc, c'est une SAS, une startup qui a été créée en novembre 2020 et qui a pour objectif donc, de proposer des services et des solutions pour résoudre des problématiques de traitement de données 3D à destination des entreprises. Alors, bien sûr, une startup, ça ne se crée pas comme ça. C'est le résultat d'un long parcours qui a commencé tout d'abord par l'acquisition de savoir-faire et de compétences dans le traitement de données, donc tout d'abord par une thèse que j'effectue au grec, comme ce que j'avais dit. Donc c'était sur le traitement de données avec mise en application au patrimoine culturel 3D. Donc c'est une thèse que j'ai effectuée de 2011, octobre 2011 à 2015. Et donc, au niveau du cheminement, on a été lauréat d'un appel à projet maturation normande. Donc, ça a donné lieu à un dépôt logiciel sur une plateforme de traitement de données. En 2018, on a été lauréat donc, pour entrer à norme en incubation. Donc, ça a permis de développer le projet d'entreprise. En parallèle, on a été lauréat d'un RIN créateur innovant. Donc, c'est pour avoir 1 an de salaire pour justement faire en sorte que le projet d'entreprise puisse mûrir. Et ensuite, novembre 2020, la société est créée, donc entre 6 actionnaires, on est actuellement 5 salariés, dont 3 docteurs en traitement d'image. Et on a aussi, donc, dans le cadre de la loi Pacte, un des cofondateurs qui s'appelle donc professeur El Mouataz,
a pu bénéficier d'un mi-temps. Donc, ça fait qu'il peut travailler pour Nom 3D. Donc, c'est l'équivalent d'une décharge. En septembre 2021, donc on a été lauréat d'un prêt d'honneur INSEE Cavados ainsi que BPI France, donc c'est le prêt d'honneur création. Et comme je vous l'ai dit, on a été lauréat du Booster IA, donc ça permet de travailler dans le cadre du Data Lab pour avancer sur des thématiques de traitement de données avec le lien avec l'IA. Vas-y, tu peux passer. Alors, le contexte dans lequel on est, donc je reprends un peu ce que tu as dit, Christophe, c'est qu'on a une base de données. Donc ici, on a une base de données 3D et les outils sont inexistants, en tout cas compliqués, pour traiter ces données 3D. Et donc, d'où l'innovation scientifique qui a été faite, qui est de proposer toute une méthodologie pour traiter les données 3D. Donc là, vous avez quelques exemples d'objets issus de Caen. Donc à gauche, c'est des objets issus du mémorial de Caen qui ont été numérisés. En tout cas dans le cadre avec du laboratoire grec, et à droite également, donc c'est au niveau du château de Caen. Derrière, au niveau de l'activité, au niveau du grec, on a développé toute une connaissance, donc on a une reconnaissance internationale pour valoriser. Donc nous, ce qu'on sait, c'est valoriser les travaux scientifiques qui ont été établis à Caen. Et, vas-y, tu peux changer. Notre métier, c'est vraiment d'exploiter les connaissances qui ont été acquises, mais dans un cadre commercial. Donc, notre objectif est de proposer des services innovants pour traiter des données et pour résoudre des problématiques d'entreprise. Tu peux passer. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les différents champs d'application. Tout d'abord, champ d'application historique qu'on a commencé en 2011, notamment dans le cadre de la thèse, c'est vraiment donc le volet patrimoine culturel. Donc là, c'est vraiment lié à tout ce qui est sauvegarde de l'existant, donc avec l'acquisition, mais aussi donc l'accessibilité donc des données, faire en sorte que les données puissent être accessibles, qu'on puisse visualiser, donc s'immerger dans les données. Donc là, par exemple, je reprends un projet qui a été fait et dans lequel j'étais impliqué. Donc c'est avec la tapisserie de Bayeux. Donc moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir acquérir en 3D et de traiter tapisserie de Bayeux donc, avec des scanners 3D. Et donc le professeur Almatas, lui, est intervenu pour faire toute la reconstruction du panorama 2D de la tapisserie de Bayeux, et ça a donné lieu en 2017 à un musée virtuel. Donc ça, c'est par exemple, ça, on sait que ça marche. Et il y a le même principe qu'on souhaite faire donc en 3D. Et donc on travaille notamment avec le château de Caen. Donc on est intervenu en 2021 auprès des archéologues. Donc là, c'est pour leur fournir des outils d'aide à la mesure, notamment pour mesurer des objets distants, mais aussi pour pouvoir différer le temps de capture et le temps d'analyse. Donc ça, c'est auprès des archéologues, et on intervient, enfin, en tout cas, on va intervenir en 2022 au niveau du château de Caen, mais sur d'autres édifices. En 2021, on est intervenu donc, au niveau de la porte des champs. Donc vous avez un exemple en bas à gauche donc, de la porte des champs. Après, donc, il y a tout ce qui est voilà, création de contenu. C'est-à-dire qu'à partir de l'acquisition, on peut aussi simplifier les données pour pouvoir utiliser ailleurs. Donc, par exemple, dans un jeu vidéo, dans un film, pour que ça on puisse être inséré dans un moteur de jeu. Et bien entendu, les données équipes pourront être après donner lieu à tout ce qui est fabrication d'objets. Vas-y, tu peux changer. Alors, on a un autre champ d'application sur lequel on mise beaucoup. C'est-à-dire on a dépensé beaucoup d'énergie dessus. C'est le champ d'application lié au bâtiment, ce qu'on appelle le Building Information Modeling. Donc ça consiste à faire quoi? Aujourd'hui, vous avez des bâtiments, donc c'est pour le marché de la rénovation. Donc le but, c'est d'intervenir pour reconstruire ce qu'on appelle la maquette numérique 3D. Donc c'est la représentation du bâtiment, c'est l'aspect modeling, donc, la géométrie du bâtiment, et identifier les différents composants de ce bâtiment. C'est ce qu'on appelle ici, c'est information. C'est-à-dire pouvoir identifier les murs, les fenêtres, le balcon, etc., tous les composants du bâtiment. Donc là, vous avez un exemple. En bas à gauche, vous avez donc c'est là où on travaille, donc c'est à Colombey, c'est Plug and Work, une pépinière d'entreprise. Donc là, vous avez le nuage de points 3D qui a été acquis. Au milieu, vous avez un exemple de résultat par nos outils, donc c'est les différents composants.
Donc ça, c'est avec ces résultats sur le web. On a fait un outil accessible. Et en bas à droite, vous avez le résultat et directement sur le logiciel utilisé par les clients, donc qu'on appelle les Modular BIM. Donc ça, ce logiciel, c'est le logiciel utilisé dans l'industrie, donc c'est surtout Autodesk Revit. Donc là, la problématique au niveau de la 3D, c'est surtout identifier des plans, des objets mathématiques 3D. Et dans ce cadre-là, il y a la région via le Booster IA et le Data Lab qui nous fournit un coup de main. Et l'objectif, ce qui nous a intéressé, c'est de tester des algorithmes à base d'intelligence artificielle pour gagner du temps, pour voir si jamais il est possible de gagner aussi en précision. Et l'une des problématiques qu'on rencontre, bien sûr, dans l'IA, c'est qu'il faut avoir des données. Et avoir des données de bâtiments 3D, c'est très compliqué. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie à faire là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si on avait en gros un gros potentiel, mais il faut avoir des données. Voilà. Donc là, au niveau du marché, c'est surtout le marché donc rénovation, mais aussi un marché tout ce qui est lié à l'écologie, tout ce qui est réduction de la dissipation thermique. Notre outil destiné donc aussi à permettre de gagner du temps donc dans la reconstruction de maquettes numériques, mais aussi dans la création de devis pour le marché de rénovation. Ouais, tu peux passer. On va accélérer un petit peu. Si tu peux passer juste avant. Voilà. J'en ai passé deux. Oui, pardon, Voilà. excuse-moi. Donc ça, c'est un autre champ d'application, c'est lié à l'industrie 4.0. Donc la problématique, c'est quoi? L'idée, c'est de modéliser, c'est de la modélisation 3D. Donc ça consiste à faire en sorte que l'utilisateur puisse paramétrer son objet. Donc ça lui permet de modéliser un objet qui va permettre de déformer, par exemple, un produit, et ça va être destiné ensuite à être usiné, fabriqué. Donc là, c'est vraiment de géométrie 3D. Donc là, par exemple, en bas à gauche, il y avait une entreprise qui avait besoin de notre aide pour construire des chaussures. Vas-y, tu peux passer. Voilà. Et bien sûr, un des objectifs, bien sûr, c'est faire des solutions. Et donc, on travaille avec des clients, on fait de la co-construction avec des entreprises. Donc là, par exemple, il y a Strapan. Donc, ça rentre en même temps ici dans ce cadre-là pour l'industrie 4.0, où l'objectif, c'est faire des meubles personnalisés. Et donc, on leur fournit des outils d'aide à la modélisation. Bien sûr, il faut que ça soit accessible, sécurisé. Il faut que ça soit utilisable par le client et dans un navigateur et des contraintes de temps réel. Donc, c'est vrai. Mais voilà. Après, il y a, juste avant, il y a le projet Set & Watch. Donc ça, c'est en lien avec le sport et le tennis. Donc ça consiste avec une simple caméra smartphone. Donc ça veut dire, c'est pas très précis, le nombre de FPS, le nombre d'images est très réduit. C'est de extraire les informations 2D, 3D. Et via l'intelligence artificielle, là, il y a pas mal d'intelligence artificielle, on peut extraire beaucoup de choses. Ça fonctionne pas mal. Donc, c'est destiné, bien sûr, à faire à terme un coach virtuel pour le tennis. Vas-y. Donc, l'équipe, je suis président et cofondateur de NAM 3D, donc je dirige le projet. Donc là, vous pouvez reconnaître, par exemple, pour ceux qui sont dans le grec, il y a le professeur Abder El Mouattaz qui intervient en tant que conseiller scientifique. Et vous avez Hakim, ingénieur de recherche, Julien qui poursuit donc des études en ingénierie informatique, qui intervient donc dans la plateforme de traitement de données. Il y a Tom dans tout ce qui est web marketing. Il y a Frédéric qui vient d'être ajouté récemment pour tout ce qui est montage de dossiers. Et il y a tout un volet commercial où là, on va recruter des commerciaux très prochainement pour vendre notamment les solutions sur le BIM. Après, c'est des slides annexes, c'est si on a le temps. Ça marche. Non, là, du coup, on ne va pas la voir parce qu'on est un peu chaud. Voilà, les collaborateurs. Donc, on remercie la région pour le soutien, Normandie. Voilà, après, c'est la vision, nos valeurs. Et là, c'est l'explication de l'acronyme. Voilà. Ben, merci beaucoup.
François. cool. On Ok, prendra peut-être les questions en toute fin de présentation pour ça marche. tenir la suite. Merci Merci François. beaucoup. Je vais laisser la parole à Lucas. Est-ce que Bonjour à tous. c'est bon? Alors c'est parti. Là, tu peux mettre la première. Donc, je me présente. Moi, c'est Lucas Préselin. Je suis responsable commercial chez OKP4. Donc, OKP4 qui veut dire Open Knowledge Protocol for. Donc, nous, on travaille sur la blockchain de l'économie de la connaissance et plus spécifiquement, en fait, à la construction d'écosystèmes de partage de données et de valorisation de connaissances que je nommerai un peu plus tard Data Space. Donc, un préalable avant toute chose, c'est que pour OKP4, il est important de différencier en fait la donnée de la connaissance. Et pour nous, une donnée va rester une description élémentaire de la réalité qui ne va pas forcément avoir une réelle valeur en elle-même. Par exemple, 18 degrés, avec cette information, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, quand on va venir agréger et contextualiser un ensemble de données, ça va nous permettre de générer une nouvelle donnée qu'on va appeler une nouvelle connaissance. Et c'est cette connaissance qui va avoir source de valeur ajoutée pour l'entreprise. Je prends un exemple, il fait 18 degrés à 14h30 le 17 février à Toulouse. Et bien, grâce à cette agrégation de données, on va pouvoir prendre des décisions plus éclairées, par exemple dans le secteur de l'agriculture, de l'aéronautique, du maritime, par exemple. Donc, on remarque bien que pour agréger et contextualiser, en fait, les données, il est important de les partager. Donc là, tu peux aller à la suivante. Mais aujourd'hui, voilà, le partage, en fait, il n'est pas si simple que ça. On a remarqué qu'il y a 3 principaux freins au partage de données. Le premier, c'est les difficultés techniques. C'est quelles compétences je mets en interne autour de la table, quelle infrastructure je mets en place, donc tout ce qui est approche technique. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est le manque de confiance. Donc, on remarque que le principal frein au partage de données est le manque de confiance entre des acteurs, dû à la confidentialité des données, à la peur de fuite de données, etc. Et enfin, le dernier point, c'est le manque d'intérêt. Donc, quels seraient mes intérêts en fait à partager mes données si je n'ai pas un intérêt fait, collectif ou individuel à le faire? Et également, il y a tout ce qui est charge de structure au partage de données à prendre en compte. Donc, ces 3 éléments-là font qu'aujourd'hui, le partage de données n'est pas facilité. Donc, pour répondre en fait à ce constat-là, nous, au KP4, on a décidé de développer une nouvelle technologie qu'on va appeler un protocole qui se veut complètement décentralisé, ouvert et autonome et qui va nous permettre en fait de maximiser le partage de données entre différents acteurs, tout en garantissant justement cette confiance entre les acteurs. Et il va être également en capacité en fait d'organiser une rétribution, on va dire, optimale entre tous les contributeurs au sein de l'écosystème. Et grâce en fait à ce protocole, on va réussir à lever les 3 précédents freins cités au partage de données. Le premier en lien avec la technique. Donc le protocole se veut complètement agnostique en termes de format de données, ce qui veut dire qu'il va être en capacité d'aller chercher tout type de données, tout type de format, peu importe sa source et sa provenance. Le deuxième point, c'est qu'on travaille avec des briques open source, mais qu'on va également mettre l'ensemble du protocole, de nos méthodologies, etc. En open source, ce qui va nous permettre en fait de créer une communauté en France, en Europe et partout dans le monde autour de cette technologie-là. Et enfin, le protocole est complètement autonome. Le deuxième point par rapport à la manque de confiance, donc nous, on développe le protocole pour qu'il ait une architecture complètement transparente et auditable, ce qui va permettre en fait aux acteurs de l'écosystème de pouvoir avoir un visu en temps réel et quand ils le souhaitent sur les agissements, on va dire, du protocole. Et également, un point en fait préalable avant toute construction d'un écosystème de partage de données entre différents acteurs, c'est qu'on les accompagne en fait grâce à une méthodologie qu'on a développée en interne qui s'appelle une méthodologie Rulebook, qui va nous permettre en fait de trouver un consensus général entre tous les acteurs en termes de gouvernance. Et tout ça va être basé sur 6 piliers qui sont des piliers éthiques, légaux, techniques, de data management, de business model qu'on met également autour de cela et de sécurité. Et une fois qu'on a défini un peu ces règles d'usage, ce consensus général, on va pouvoir le reproduire de manière technique dans le protocole. Et le dernier point, en termes de manque d'intérêt, aujourd'hui, on met en place des mécanismes d'incitation sociale, technique et financière, en particulier avec la science du jeton numérique qu'on appelle la tokenomics et un cryptoactif qui sera attaché. Et enfin, c'est un protocole qu'on considère du Web 3, donc à extraction de valeur minimale, qui va permettre en fait concrètement de pouvoir répartir la valeur créée au sein de l'écosystème de manière optimale entre les contributeurs, sans que la valeur en fait soit concentrée sur un seul et même acteur, ce qui permet justement d'inciter les acteurs à participer à ces écosystèmes.
Donc, plus concrètement, en fait, le protocole, il va nous permettre d'orchestrer des data spaces. Donc, un data space, ce n'est pas un data lake, ce n'est pas un data warehouse, ce n'est pas une infrastructure. Un data lake, en fait, un data space, pardon, ça va être un faisceau de droits qu'on va avoir en fait préalablement défini lors de l'accompagnement rulebook. Donc, on va avoir défini entre des acteurs les différentes règles communes basées sur les 6 piliers que je vous ai précédemment cités. Et ces règles communes vont être appliquées ensuite dans des smart contracts, dans la blockchain, et le protocole pour ensuite gérer un peu l'orchestration entre des services et des données qui vont interagir entre eux afin de générer une nouvelle connaissance. Si je pars un peu plus dans le concret, aujourd'hui, on a débuté nos cas d'usage dans l'agriculture. On s'étend à d'autres secteurs, mais par exemple, si je prends un cas d'usage sur l'agriculture, on a un projet qui s'appelle la data est dans le pré, dont l'objectif de cet écosystème, en fait, est de calculer un indicateur de prix juste pour la filière bretonne en prenant en impact de la triple performance, la performance économique, agronomique, et également l'impact des nouvelles pratiques agro-environnementales, l'impact risque sur le coût de revient. Donc, pour ce faire, en fait, on a mis au sein de cet écosystème, autour de la table, Serre France Bretagne, qui vient apporter des données économiques, les agriculteurs qui viennent apporter leurs données de pratique, et également un UMR, un UMR Smart Lereco du côté de Rennes, qui va justement calculer ce moteur de calcul sur l'impact des pratiques agro-environnementales. Et on va réussir à sortir une nouvelle donnée, une nouvelle connaissance, un indicateur de prix juste, qui pourra être derrière vendu ou utilisé par les industries agroalimentaires, parce qu'ils vont récupérer de l'information en fait de l'amont, de l'information consolidée. On va avoir également le Serre France qui va pouvoir développer de nouveaux services ou améliorer ses services existants grâce à cet indicateur-là. Cet indicateur-là, il va également être utile pour valoriser la mise en place de nouvelles pratiques agro-environnementales des agriculteurs. Et également, on va pouvoir utiliser cet indicateur, cette nouvelle connaissance, dans le cadre d'autres projets en tant que données brutes, par exemple. Et enfin, c'est des projets qui sont toujours très scalables, parce que le data space est dédié à la région Bretagne, mais demain, on peut l'imaginer à l'agrandir à la région Normandie, au territoire national ou même à d'autres filières. Et il doit me rester un petit peu de temps pour vous parler d'un autre cas d'usage. Donc, comme je disais, on est sur le secteur de l'agriculture, mais également aujourd'hui sur le secteur de l'énergie, de la logistique, pardon. Et on avait un e-commerçant qui a un réseau de franchisés sur le territoire national, qui avait une problématique de récupération de données de ces différents entrepôts franchisés, parce que chaque entrepôt avait un logiciel de gestion spécifique. Il n'était pas forcément pour envoyer toutes leurs informations économiques et tout à la tête, on va dire, de réseau. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un data space spécifique où on vient justement agréger, contextualiser l'ensemble des données des différents entrepôts, ce qui va permettre, in fine, d'avoir une sélection plus pertinente des transporteurs afin d'améliorer l'expérience client. Ça va lui permettre d'avoir des indicateurs fiables et consolidés soit au niveau national, mais également au niveau d'un groupe de franchisés ou même d'un seul franchisé. Et également, une fois qu'on a cet indicateur, on est dans des phases aujourd'hui d'optimisation de ces indicateurs et de mise en place d'un scoring partagé pour pouvoir se comparer entre différents e-commerçants sur un même territoire, par exemple. Et aujourd'hui, avec ce cas d'usage, on est en train de l'ouvrir. Donc, on était vraiment centré sur un data space privé avec le logisticien. Et aujourd'hui, ils veulent l'ouvrir à ses partenaires, en particulier pour faire un matching entre ses achats de transport et sa facturation, ou également pour calculer ses lead time par transporteur et par étape de livraison, afin qu'ils puissent les améliorer in fine. Donc voilà, c'est ça, ces deux exemples qu'on a aujourd'hui sur l'agriculture et la logistique. On développe également aussi sur le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, on est basé à Toulouse et dernièrement également à Munich, et on est une vingtaine de salariés. Merci beaucoup, Lucas. Merci Merci à toi pour cette présentation. On a quelques minutes de retard, mais on va laisser la dernière présentation à Momentech pour cette dernière prise de parole. Et puis, on gardera quelques minutes s'il y a des questions. Merci à tous pour ces présentations enrichissantes. Chloé, est-ce que tu prends la Bonjour à parole? tous. C'est bon, je te laisse la Vous parole. m'entendez bien? Oui, c'est bon. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Hiver, ingénieure commerciale chez Momentech. Alors, Ludivine, vous pouvez passer la seconde. Voilà. Donc, alors, excusez-moi, c'est ma première présentation, donc je suis un petit peu stressée. Tout va bien se passer. Mais oui, j'en suis sûre.
Donc, Momentech a été créé donc en 2016 à Caen. Notre équipe d'ingénieurs est pour la plupart expérimentée depuis plus de 10 ans dans la haute technologie. Et nous avons une très forte culture open source. Nous sommes acteurs de la transformation digitale auprès des organisations, notamment auprès du Data Lab Normandie et auprès de la Commission européenne en tant qu'expert IA pour des projets de solutions d'intelligence artificielle. Donc, depuis 2017, nous avons réalisé des projets sur mesure auprès de nos clients, donc PME et collectivités, qui, après avoir récolté et collecté leurs données, souhaitaient apporter, créer de la valeur à leurs données et passer à l'IA. Puis, en 2022, nous avons développé pour la commercialisation notre outil IA Park, qui est la plateforme de data science qui permet de créer ces projets d'intelligence artificielle sur mesure. Vous pouvez passer à la 3e slide. Voilà. Donc, pour présenter quelques cas d'usage de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la sécurité, par exemple, on peut faire de l'analyse d'image, de l'analyse de comportement, mais aussi dans le domaine du commerce pour faire de la prédiction des ventes ou encore de targeting client, ou encore dans la relation client, comme Devolis l'a présenté, grâce aux chatbots qui permettent donc de conseiller, orienter ou même de préconiser les utilisateurs de manière automatique 24 heures sur 24. Et enfin, donc, dans la direction administrative pour réaliser de l'authentification de documents de manière automatique. Vous pouvez passer à la prochaine slide, merci. Donc, pourquoi nous avons développé notre outil en interne tout d'abord et ensuite mis en commercialisation en début d'année? Tout simplement parce que lorsqu'on a commencé à réaliser des projets d'intelligence artificielle sur mesure pour nos clients en 2017, nous avons fait face à des difficultés qui ne sont pas des moindres, notamment lorsqu'on parle de confidentialité des données. Lorsque vous avez un client dans le domaine bancaire qui souhaite que l'on assure la confidentialité des données et qui ne souhaite pas avoir recours aux technologies étrangères. Donc voilà, il a fallu qu'on pallie à tout cela. Également, pour répondre à la demande de nos clients, de manière rapide, il a fallu qu'on arrive à travailler de manière collaborative, tout en assurant une capacité de calcul performante pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. Alors, Ludivine, vous pouvez, voilà. Alors, donc, on s'est questionné à savoir comment on pouvait développer un outil en interne pour nos propres besoins dès le départ, qui allait nous faire gagner du temps dans la création de nos projets, de manière souveraine, mais aussi collaborative pour vraiment répondre à la demande de nos clients. Donc, vous pouvez passer voilà, à la prochaine slide. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, 85% des projets d'IA échouent. Échouent. Pourquoi? Tout simplement parce que les projets que l'on rencontre dans les grands comptes ou même les grandes institutions qui ont une équipe d'ingénieurs en interne actuellement font face aux mêmes difficultés que nous. Qu'on a pu rencontrer en 2017, problème de collaboration, problème de souveraineté des données, mais aussi de capacité de calcul. Et donc, on a souhaité non seulement proposer des solutions sur mesure, mais aussi l'outil qui permet de développer ces solutions. Donc, l'IA Park. Donc, l'IA Park est une plateforme qui va permettre d'entraîner, de créer vos modèles, de les publier et de les industrialiser pour les passer à l'échelle, avec une capacité de calcul très performante, parce qu'on parle là donc de GPU, collaborative, puisque là, tout le monde peut entrer dans le projet de façon... Du coup, on a coupé. Donc voilà, Momentech aujourd'hui, spécialisé dans l'intelligence artificielle, répond aux besoins des entreprises, PME ou collectivités à travers un rôle de conseil et d'accompagnement pour des solutions sur mesure, et pour ceux qui aujourd'hui ont un service dédié à l'IA avec des ingénieurs et qui souhaitent avoir tous les outils sur une seule et même plateforme et pouvoir travailler donc avec des grosses capacités de calcul et de manière collaborative
on propose l'IA Park donc dans le cloud, sur site ou en mode SaaS. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette première présentation qui était très claire, Chloé. Il n'y a pas de Merci. souci. Eh bien, je vais conclure. Je vous remercie tous pour votre présence ce matin. A priori, il n'y a pas de questions. Sachez que je suis à votre disposition pour vous mettre en relation avec une des personnes présentes ce jour qui a pu présenter sa solution ou avec Christophe Rosenberger en fonction de vos besoins. Je vous remercie tous et je vous souhaite, je vais remettre ma caméra, et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous Bonne journée. pour votre Merci participation. Ludivine, bonne journée. Au revoir. Au revoir.